La pluie s'abattait sur le cimetière de Montmartre comme une sentence divine, transformant la terre fraîchement remuée en boue collante qui s'accrochait aux semelles d'Éloi comme un reproche muet. Il se tenait là, seul, face à la fosse ouverte où reposait le cercueil de sa grand-mère, les larmes se mêlant à l'eau qui ruisselait sur ses joues, tandis que le prêtre, un vieil homme au visage ridé comme un parchemin ancien, balbutiait une oraison funèbre que le vent emportait avant même qu'elle n'atteigne les âmes. Et soudain, un cri jaillit de sa gorge. Un hurlement primal qui fit sursauter les corbeaux perchés sur les croix environnantes. « Pourquoi m'avez-vous laissé seul? Mes mères? Pourquoi ?» Éloi s'effondra à genoux, ses mains gantées de cuir noir s'enfonçant dans la boue, comme s'il pouvait arracher à la terre le secret de cette absence familiale qui le rongeait depuis des jours. Paris, cette ville des amours éternels et des cœurs brisés, semblait aujourd'hui se moquer de lui avec ses tours grises et ses boulevards luisants sous la averse incessante. Sa grand-mère, Élise, avait été son phare dans la tempête, la seule à l'avoir serré dans ses bras quand, adolescent, il avait avoué son homosexualité dans le salon lambrissé de leur maison de campagne en Normandie. Les yeux baissés, le cœur battant la chamade. « Mon petit, l'amour n'a pas de genre? Seulement de la lumière ou de l'ombre ?» lui avait-elle murmuré, ses doigts arthritiques caressant ses cheveux. Et maintenant, elle était partie, emportant avec elle la dernière étincelle de chaleur dans cette famille froide comme le marbre des tombes. Autour de lui, le cimetière était désert. Pas un oncle, pas une tante, pas même sa mère, cette femme aux lèvres pincées qu'il avait chassée de la maison familiale 10 ans plus tôt, après avoir découvert une lettre d'amour adressée à un garçon du lycée. « Tu n'es plus mon fils », avait-elle craché, les yeux emplis non de tristesse, mais de dégoût pur. Un dégoût hérité des traditions bourgeoises qui étouffaient leur lignée depuis des générations. Éloi, à 32 ans, galeriste dans le Marais, avait appris à survivre seul, des nuits solitaires dans son appartement haussmannien, des expositions où il vendait des toiles criant la douleur des amants maudits, et des rencontres éphémères dans les bars sombres de la rue des Archives. Mais aujourd'hui, cette solitude prenait une saveur amère, presque toxique, comme le vin aigre qu'il avait bu la veille pour noyer son chagrin. C'est alors qu'il l'entendit, un pas hésitant sur le gravier mouillé, suivi d'un froissement de tissu. Éloi releva la tête, ses yeux rougis croisant ceux d'un inconnu ou un homme d'une quarantaine d'années. Grand, aux épaules larges enveloppées dans un imperméable beige usé. Un parapluie à la main qu'il avait refermé comme s'il refusait de se protéger de cette catharsis pluvieuse. Je suis Paul, dit l'homme d'une voix grave, teintée d'un accent du sud. Peut-être provençal, qui roule comme les vagues de la Méditerranée. J'étais le jardinier de votre grand-mère. Elle m'avait demandé de venir. Au cas où. Personne d'autre ne le ferait. Ces mots tombèrent comme une bouée dans l'océan de désespoir d'Éloi. Et pour la première fois depuis l'appel de l'hôpital, une lueur perça le voile de son affliction. Paul s'approcha, s'agenouilla à ses côtés sans un mot de plus, et posa une main ferme sur l'épaule d'Éloi. Ce geste, si simple, si masculin dans sa retenue, fit surgir en lui un flot de souvenirs, les après-midi passés avec Élise dans son jardin normand, où Paul taillait les rosiers avec une précision d'artiste, racontant des histoires de son enfance à Marseille, de la mer qui guérit les plaies invisibles. Éloi avait vu cet homme de loin, à travers les fenêtres embuées de la maison, admirant sa silhouette athlétique, ses tatouages discrets sur les avant-bras des vagues entrelacées, symbole d'un passé tumultueux qu'Éloi n'avait jamais osé questionner. « Elle vous aimait comme un fils ?» murmura Paul, sa voix se brisant légèrement. « Et elle m'a dit que vous étiez le seul à comprendre ce que c'est que d'aimer contre vent et marée. » La cérémonie se poursuivit dans un silence complice, le prêtre psalmodiant des prières latines que ni l'un ni l'autre ne comprenait vraiment, mais qui offraient un rituel,
Une structure à ce chaos émotionnel. Quand le cercueil fut descendu, Éloi jeta une rose blanche, la préférée d'Élise, dans la fosse. Et Paul fit de même avec une branche de lavande cueillie dans le jardin familial. La pluie redoubla. Mais Éloi ne la sentait plus, la présence de cet étranger. Ce Paul aux yeux verts comme les collines de Provence formait une barrière invisible contre le froid. Après les derniers rites, alors que le fossoyeur commençait à combler la tombe, Paul proposa, « Venez chez moi. Juste un café. Vous ne pouvez pas rentrer seul dans cet état. » Éloi hésita. Son instinct de survie forgé par des années de rejet le poussant à fuir toute intimité. Mais les mots d'Élise résonnaient en lui, « Laisse l'amour entrer. Mon petit. » Même s'il frappe à la porte d'un inconnu. Il hocha la tête. Et ils marchèrent ensemble vers la sortie du cimetière. Leurs épaules se frôlant sous le parapluie partagé de Paul. Paris s'étalait devant eux. Ses rues pavées luisantes comme des miroirs brisés, reflétant les lumières tamisées des cafés. Ils prirent le métro jusqu'au quartier de Belleville, où Paul vivait dans un atelier reconverti en appartement. Perché sur une colline bohème, entouré de fresques murales criant la révolte et la passion. L'intérieur était un havre de désordre créatif, des toiles inachevées adossées aux murs blanchis à la chaux. Des pots de peinture séchés sur le sol de tomates usées. Et une odeur de terre humide mêlée à celle du basilic frais. Paul, ancien marin reconverti en paysagiste et peintre amateur, avait transformé cet espace en un jardin intérieur, avec des plantes suspendues et une verrière donnant sur les toits de Paris. « Asseyez-vous, » dit-il en allumant une bouilloire sur un poêle à gaz. Éloi s'installa sur un canapé défoncé, ses vêtements trempés goûtant sur le tapis persan fané. Pour la première fois, il observa vraiment Paul, ses cheveux poivre et sel coupés courts, sa barbe naissante, et ce tatouage de vagues qui serpentait jusqu'à son poignet, comme une invitation à plonger dans des abysses inconnus. Le café était fort, corsé, avec une pointe de cannelle qui rappela à Éloi les matins d'hiver chez sa grand-mère. Ils parlèrent d'abord d'Élise, de ses recettes de tarte aux pommes, de ses lettres manuscrites remplies de proverbes provençaux, de la façon dont elle avait engagé Paul 5 ans plus tôt, après la mort de son mari, pour redonner vie à son jardin mourant. « Elle m'a sauvé, » confia Paul, ses yeux fixés sur la tasse fumante. « J'avais perdu mon frère dans un accident en mer. Et je dérivais. Votre grand-mère m'a donné un ancrage. » Éloi, ému, raconta à son tour les Noëls solitaires, les appels nocturnes à Élise quand la famille le reniait, les expositions où il exposait des œuvres queer, des nus masculins entrelacés qui choquaient les critiques conservateurs. La conversation glissa naturellement vers l'intime. « Et vous? Avez-vous quelqu'un » demanda Paul. Sa voix basse, presque un murmure. Éloi rit amèrement. « Des fantômes. Des nuits où l'on se touche sans se voir vraiment. » « Et vous » Paul baissa les yeux, traçant du doigt le bord de sa tasse. « Un amour perdu. Il y a 10 ans. Un homme qui a fui quand la famille a cogné à la porte. Depuis. Je peins la mer où elle ne juge pas. » Un silence s'installa, chargé d'électricité, comme l'air avant l'orage. Éloi sentit son cœur s'emballer, il y avait dans ce regard vers une vulnérabilité qui mirore la sienne. Une soif d'authentique dans un monde de masques. Cette nuit-là, ils ne dormirent pas. Paul sortit une bouteille de pastis. Et sous la lueur jaunâtre d'une lampe à huile, ils partagèrent des histoires, Éloi parla de son premier baiser volé dans les ruelles de Rome. Lors d'un voyage d'études, Paul évoqua les nuits sur le pont d'un cargo, où les étoiles semblaient complices des amours interdites entre marins. À minuit, quand la pluie cessa enfin, Paul prit la main d'Éloi, la serra doucement. « Restez. Juste pour ce soir. » Et Éloi resta, leur corps se trouvant dans l'ombre.
Un bal élan de caresses hésitantes. De souffles mêlés. Où chaque toucher effaçait un peu plus la douleur du cimetière. Ce n'était pas de la luxure. Mais une communion. Un baume sur des plaies ouvertes par des années de solitude. Le lendemain matin. Paris s'éveilla sous un ciel laiteux. Et Éloi se réveilla dans les bras de Paul. La tête sur son torse tatoué. Écoutant le rythme régulier de son cœur. Pour la première fois depuis la mort d'Élise. Il se sentit vivant. Ancré. Mais le téléphone sonna. Brisant l'illusion, c'était son oncle Henri. La voix mielleuse masquant à peine le venin. Éloi. La lecture du testament est demain à l'étude notariale. Ne sois pas en retard. Et essaie de te comporter décemment. Le ton était clair, la famille. Absente à l'enterrement. Réapparaissait pour l'héritage. Prête à le rayer de la carte une fois de plus. Éloi raccrocha. Le visage blême. Paul. Sentant le trouble. L'interrogea du regard. Ma famille. Murmura Éloi. Il n'était pas là hier. Mais demain. Pour l'argent d'Élise. Ils seront tous là. Sauf moi. Peut-être. Si je ne joue pas leur jeu. Paul se leva. Nu sous la lumière filtrée par les rideaux. Et s'approcha de la fenêtre. Contemplant la ville qui s'étirait comme un chat paresseux. Et si vous y alliez? Pas pour eux. Mais pour elle. Pour honorer ce qu'elle voulait vraiment. Ces mots étaient simples. Mais ils portaient la sagesse d'un homme qui avait navigué des tempêtes pires que celle-ci. Ainsi commença la deuxième épreuve d'Éloi, affronter les ombres familiales dans le cabinet lambrissé du notaire. Rue de Rivoli. Où les lustres en cristal projetaient des reflets froids sur les visages hypocrites de ses oncles et tantes. Il y alla seul. Refusant l'offre de Paul de l'accompagner au Sémon combat. Avait-il dit? Même si son cœur hurlait le contraire. La salle empestait le cigare et le parfum capiteux, sa mère. Élégante dans son tailleur Chanel. Évita son regard. Tandis que l'oncle Henri, avocat de renom, tapotait nerveusement son porte-documents en cuir. Le notaire, un homme sec aux lunettes rondes, déroula le parchemin avec une solennité théâtrale. Élise laissait la maison normande à Éloi à mon petit-fils bien-aimé. Qui a su aimer sans chaîne? Lut-il d'une voix monocorde. Un murmure de protestation s'éleva, c'est absurde. Il n'est même pas. Sa tante Clara s'interrompit. Mais le sous-entendu flottait comme un poison. Éloi sentit la rage monter. Une bile acide qui lui brûlait la gorge. Pas quoi? Pas normal? Pas digne d'un héritage parce que j'aime les hommes. Sa voix claqua comme un fouet. Faisant taire l'assemblée. Pour la première fois. Il les affronta. Les mots jaillissant comme un torrent libéré, les nuits d'insomnie. Les lettres déchirées. L'absence à l'enterrement qui valait tous les testaments du monde. Sa mère se leva. Les joues empourprées. Tu nous as déshonorés. Ton mode de vie. Éloi rit. Un rire amer qui résonna contre les boiseries. Déshonoré? C'est vous qui avez enterré Élise vivante avec votre silence. Elle m'a appris l'amour. Pas la haine. Le notaire intervint. Mais le mal était fait, la famille se fractura en murmures outrés. Et Éloi quitta la pièce la tête haute. Le cœur en miettes mais l'âme allégée. Dehors. Sous le soleil timide de novembre. Il marcha jusqu'à la Seine. Jetant dans ses eaux troubles un mouchoir brodé par Élise, symbole d'un pardon qu'il n'accordait pas encore. Ce soir-là. De retour chez Paul. Il s'effondra en larmes. Racontant tout dans un flot confus. Paul l'écouta. Puis le prit dans ses bras. Leurs corps se moulant l'un à l'autre comme des vagues se brisant sur le rivage. Tu as été courageux. Murmura-t-il. Ses lèvres effleurant le front d'Éloi. Et dans la pénombre de l'atelier.
Leur amour s'approfondit, des baisers lents. Explorateurs. Des mains qui cartographiaient des territoires inexplorés. Des confessions chuchotées dans le creux de l'oreille. Paul parla de son passé à un amant parti pour l'Amérique. Fuyant les conventions françaises, Éloi avoua ses peurs. Cette crainte viscérale d'être abandonné à nouveau. Leur nuit fut un sanctuaire. Un tissage de chair et d'âme où le deuil se muait en renaissance. Les jours suivants s'écoulèrent dans une bulle fragile. Un interlude de tendresse que Paris, dans sa magnanimité capricieuse, semblait bénir. Éloi et Paul se découvrirent comme on explore une ville nouvelle, avec émerveillement. Mais aussi avec la prudence de qui sait que les ruelles cachent des pièges. Le matin, Paul cuisinait des omelettes aux herbes du jardin suspendu. Tandis qu'Éloi, depuis son appartement du Marais, envoyait des mets à ses clients pour reporter des vernissages ou une urgence personnelle. Écrivait-il, omettant la mort qui avait ouvert en lui un gouffre béant. L'après-midi, il flânait main dans la main le long de la Seine, évitant les regards curieux des touristes. S'arrêtant pour un café crème aux fleurs où Paul croquait des croquis d'Éloi sur une serviette en papier. Capturant ses yeux sombres. Ce mélange de vulnérabilité et de feu intérieur. Mais la famille, tel un fantôme insidieux, ne lâchait pas prise. Une lettre arriva chez Éloi. Cachetée de cire rouge comme un décret royal, l'oncle Henri contestait le testament. Arguant d'une influence indue et exercée par Élise sur son état mental déclinant. Reviens à la raison. Ou nous irons en justice, menaçait-il. Signant de son nom en pâte de mouche. Éloi, lisant ces lignes dans la lumière rasante de son bureau, sentit la nausée monter. Paul, alerté par son silence, arriva en fin de journée avec un bouquet de lavande et une bouteille de Châteauneuf du Pape. Brûlez-la, dit-il simplement. Et ils le firent ensemble dans l'évier de l'atelier, regardant les flammes lécher le papier, libérant une odeur âcre de trahison. Cette nuit-là, leur intimité prit une teinte plus urgente, plus possessive. Éloi, chevauchant Paul sur le lit défait, sentait en lui une urgence presque désespérée. Comme si chaque caresse était un rempart contre l'abandon imminent. Paul, ses mains puissantes agrippant les hanches d'Éloi, murmurait des promesses en provençal, des mots doux comme mon cœur. Ma vague qui résonnait comme des serments anciens. Ils s'aimèrent avec une ferveur qui effaçait les frontières du corps. Explorant chaque recoin, chaque soupir, jusqu'à l'obus. Épuisés, ils restèrent enlacés, écoutant le coq imaginaire de Belleville chanter au loin. Pourtant, les fissures apparurent subtilement. Éloi, hanté par le procès potentiel, se replia dans son travail, il organisa une exposition improvisée dans sa galerie. Amours oubliés. Avec des toiles de jeunes artistes queer au décor entrelacés dans des poses défiant la gravité. Des couleurs vives tranchant sur des fonds noirs comme la nuit parisienne. Paul vint à l'ouverture, vêtu d'une chemise blanche qui soulignait sa carrure. Et son regard admiratif fit rougir Éloi plus que les compliments des critiques. Mais au milieu de la foule, un appel, sa mère. Voix chevrotante au téléphone. Éloi. Henri est furieux. Réfléchis à ce que tu fais à la famille. Reviens. Et tout s'arrangera. Il raccrocha sans répondre. Mais le poison s'insinua. Était-ce vraiment pour l'héritage? Ou pour une réconciliation impossible? Paul, sentant le trouble, proposa un week-end en Normandie, à la maison d'Élise, pour nettoyer l'âme avec la mer. Ils partirent un vendredi soir. La déesse cabossée de Paul filant sur la tresse sous un ciel étoilé. La radio diffusant du Brassens qui chantait l'amour libre comme un hymne. La maison, perchée sur les falaises de Étretat, les accueillit avec son odeur de sel et de bois ciré. Éloi y retrouva les fantômes, la chambre où il avait pleuré sa première rupture. Le salon où Élise lisait Proust à voix haute.
sa voix chevrotante tissant des tapisseries d'émotions. Ils passèrent la journée à jardiner au pôle. Expert. Replantant les rosiers délaissés. Tandis qu'Éloi, maladroit, riait de ses échecs. La terre sous les ongles comme un baptême. Le soir, autour d'un feu de cheminée, ils burent du calvados et parlèrent d'avenir. Paul avoua son rêve d'ouvrir une pépinière à Marseille. Éloi son envie d'écrire un livre sur les artistes maudits. Leurs lèvres se trouvèrent dans la lueur des flammes. Et ils firent l'amour sur le tapis persan. Lent et profond. Leurs corps synchronisés comme les marées que Paul connaissait si bien. Je t'aime, souffla Éloi pour la première fois. Et Paul, les yeux brillants, répondit, moi aussi. Mon Éloi. Comme la mer aime la lune. Mais le lendemain, le ciel s'assombrit littéralement, une tempête atlantique déferla. Claquant les volets. Hurlant dans les cheminées comme les cris refoulés d'Éloi. Blottis sous une couverture. Ils regardèrent la pluie fouetter les vitres. Et c'est là que Paul confia son secret le plus lourd, j'ai un fils. Éloi. De mon mariage arrangé. Il y a 15 ans. Il vit à Marseille avec sa mère. Je l'ai quitté pour être qui je suis. Mais la culpabilité me ronge. Éloi. Choqué. Sentit un vertige le saisir. Paul. Marié? Père? Ces mots ouvraient une brèche dans leur idylle naissante. Rappelant que l'amour, même pur, porte les cicatrices du passé. La révélation plana comme un nuage noir sur leur retour à Paris. Éloi. Rongé par des doutes irrationnels, suis-je juste un rebound pour expier tes fautes? Se mura dans un silence blessant. Paul. Blessé par cette distance. Peignit furieusement dans son atelier. Des vagues déchaînées engloutissant des figures solitaires. La galerie d'Éloi bourdonnait d'activité. Mais ses nuits étaient agitées. Hantées par des rêves où sa famille le noyait dans un océan de jugement. Une semaine passa ainsi. En non-dit et en regard fuyant. Jusqu'à ce que l'oncle Henri frappe à la porte de la galerie. Flanqué d'un avocat aux traits acérés. Signons un accord amiable. Proposa-t-il. Un sourire carnassier aux lèvres. La maison contre ton silence sur tes préférences. Élise n'aurait pas voulu un scandale. Éloi. Le cœur serré. Refusa net. Mais la confrontation réveilla ses démons, et si Paul, comme sa famille, le quittait pour un semblant de normalité? Le soir même, il alla chez Paul, prêt à une explication orageuse. Mais au lieu de cris, il trouva Paul effondré sur le sol. Une lettre à la main à un appel de son ex-femme, leur fils, adolescent rebelle, découvrait son homosexualité et réclamait son père. Le monde d'Éloi vacilla. Paul, les yeux rougis, leva vers lui un regard suppliant, aide-moi à y aller. À Marseille. Seul. Je ne tiendrai pas. Et Éloi, au lieu de fuir, prit sa main, nous irons ensemble. Parce que l'amour, c'est aussi porter les tempêtes des autres. Leur réconciliation fut ardente. Un feu qui consuma les doutes dans une nuit de passion renouvelée. Où chaque baiser scellait un pacte, affronter les abysses côte à côte. Pourtant, Marseille approchait comme un mirage menaçant. Et avec elle, les ombres du passé de Paul ou une ex-femme amère. Un fils perdu dans sa propre tempête identitaire. Éloi, en acceptant ce voyage, s'engageait dans un tourbillon où son propre deuil se mêlerait à celui d'un autre. Testant les limites de leur lien naissant. Paris. Derrière eux, semblait déjà un souvenir flou. Tandis que le Sud appelait avec ses promesses de lumière et de trahisons enfouies. Le TGV filait à travers la campagne française comme une veine d'argent dans le corps verdoyant du pays. Emportant Éloi et Paul vers Marseille dans un silence tendu. Ponctué seulement par le cliquetis des rails. Éloi.
collé à la fenêtre. Regardait défiler les vignobles de la Loire. Puis les garrigues arides de Provence. Son esprit vagabondant entre l'excitation nerveuse et une appréhension sournoise. Paul. À ses côtés. Serrait un billet froissé à l'adresse d'un café où l'ex-femme. Claire. Avait fixé le rendez-vous. Merci d'être là. Murmura-t-il. Sa main effleurant celle d'Éloi sous la table du wagon-restaurant. Mais Éloi. Encore marqué par la révélation. Serait dit imperceptiblement, cet homme. Qu'il aimait d'une flamme nouvelle. Portait en lui un passé opaque. Un fils de 14 ans nommé Lucas. Dont les photos jaunies montraient un garçon aux yeux verts comme son père. Mais au sourire timide. Presque suppliant. Marseille les accueillit avec son chaos joyeux, le vieux port grouillant de pêcheurs criant leur prise. L'odeur de bouillabaisse et d'anisette flottant dans l'air salin. Les collines blanchies à la chaux dominant la mer turquoise comme des sentinelles bienveillantes. Ils s'installèrent dans une chambre d'hôte près de la Canebière. Une mansarde aux volets bleus donnant sur un balcon fleuri de bougainvilliers. La première nuit fut un rituel de reconquête, Paul. Nu sous la douche commune. Attira Éloi sous le jet chaud. Leurs corps glissant se pressant dans une danse aquatique. Lèvres et mains redessinant les contours de leur désir. Tu es mon encre. Gémit Paul. Et Éloi. Perdant ses doutes dans l'urgence de leurs étreintes. Répondit par un baiser qui goûtait le sel de la Méditerranée. Le lendemain. Le rendez-vous au café Le Miramar. Un bistrot aux tables en formica ébréché. Fut un supplice. Claire arriva en avance. Une femme d'une quarantaine d'années aux cheveux châtains coupés courts. Vêtue d'une robe fleurie qui masquait mal sa silhouette fatiguée. Ses yeux. Durs comme le calcaire provençal. Se posèrent sur Paul avec un mélange de rancœur et de pitié. Tu as mis du temps à venir. Lança-t-elle sans préambule. Ignorant Éloi qui se tenait en retrait. Un café noir amer à la main. Paul. Pâle. Balbutia, Lucas. Il a besoin de moi. Claire hocha la tête. Sortant une photo d'un sac usé, le garçon. Maigre. Les yeux cernés. Posant devant un poster de David Bowie. Il a trouvé des lettres. Tes lettres à ton amant d'alors. Il se demande pourquoi tu nous as quittés. Le choc frappa Paul comme une lame de fond, il s'effondra sur la chaise. Les larmes coulant librement. Éloi. Le cœur serré. Posa une main sur son épaule. Un geste discret mais chargé de solidarité. Claire le toisa enfin, et lui? Ton nouveau caprice. Paul se redressa. La voix ferme, c'est l'amour de ma vie. Et Lucas mérite la vérité. Pas des mensonges. La conversation s'envenima, Claire accusa Paul d'égoïsme. De fuite. Ravivant les plaies d'un divorce amer où l'Église catholique avait joué les juges impitoyables. Éloi. Silencieux témoin. Sentit une vague de compassion l'envahir pour ce fils égaré. Pour cette femme blessée. Et pour Paul. Ce marin échoué sur des rivages hostiles. Ils quittèrent le café dans un silence lourd. Marchant jusqu'à la plage du Prado où les vagues léchaient le sable blond. Paul s'assit sur les galets. La tête entre les mains. Je l'ai abandonné. Éloi. Pour être libre. J'ai brisé un enfant. Éloi s'agenouilla. Forçant Paul à le regarder, tu n'es pas un monstre. Tu es humain. Et Lucas a besoin d'un père. Pas d'un fantôme. Ils restèrent là des heures. Le soleil couchant peignant la mer en or liquide. Et Éloi raconta son propre exil familial. Ses Noëls sans cadeaux. Ses anniversaires solitaires. L'amour nous sauve. Mais il nous blesse aussi. C'est le prix. Ce soir-là. Au restaurant chez Fonfon. Un antre de fruits de mer où les nappes à carreaux rouges exhalaient l'ail et le fenouil. Paul appela Lucas. La voix du garçon. Rauque d'adolescence. Craqua à l'autre bout du fil, papa?
Tu reviens. Paul. La gorge nouée. Promis une visite le lendemain. Éloi. Écoutant en retrait. Sentit une chaleur l'envahir au nom de jalousie. Mais d'un amour élargi. Capable d'embrasser les fragments brisés d'une vie. Leur nuit fut tendre. Presque chaste, des caresses légères. Des murmures. Paul s'endormant la tête sur les genoux d'Éloi. Comme un enfant pardonné. La rencontre avec Lucas se déroula dans un parc ombragé du quartier de la Valentine. Où les pins parasols filtraient la lumière en taches dansantes. Le garçon arriva à vélo. Casquette baissée sur les yeux. Son jean déchiré aux genoux trahissant une rébellion naissante. Paul se leva. Les bras tendus. Mais Lucas hésita. Jetant un regard suspicieux à Éloi. C'est qui? Lui? Paul expliqua simplement, mon partenaire. Comme un oncle pour toi. Si tu veux. Lucas s'assit sur un banc. Tripotant une pierre ronde. Maman dit que t'es parti parce que t'aimes les garçons. C'est vrai? Paul hocha la tête. La voix tremblante. Oui. Et j'aime aussi être ton père. J'ai eu peur. Mais je suis là maintenant. La glace fondit lentement, Lucas parla de l'école. De ses graffitis secrets inspirés de street art queer qu'il avait vus en ligne. De sa confusion face à un premier crush sur un camarade de classe. Éloi. Sentant le moment propice. Partagea une anecdote légère son propre coming out maladroit. Avec un baiser raté sous la tour Eiffel. Lucas rit. Un rire clair comme une cascade. Et pour la première fois. Paul pleura de joie. Serrant son fils dans ses bras tandis qu'Éloi. En retrait. Essuyait une larme discrète. Ce fut un triomphe modeste. Mais réel, un pont jeté sur 10 ans d'absence. Fragile mais prometteur. Pourtant. Le retour à Paris apporta son lot de tempêtes. L'oncle Henri. Apprenant par des ragots familiaux l'existence de Paul. Envoya une missive venimeuse, fréquenter un divorcé avec enfant bâtard? Tu descends encore plus bas. Abandonne la maison. Ou nous te traînerons dans la boue des tribunaux. Éloi. Furieux. Répondit par courrier, la boue. C'est votre spécialité. Élise m'a choisi. Et je choisis l'amour. Mais les menaces pesaient. Et la galerie subit des boycotts discrets des clients conservateurs annulant des commandes. Murmurant que l'homosexualité d'Éloi ruine le bon goût français. Paul. Sentant la pression. Proposa une pause, allons à Étretat. Refaire le plein d'air. Mais Éloi refusa. Craignant que la distance n'élargisse les failles. Au lieu de cela. Ils affrontèrent l'orage ensemble, une soirée dans un cabaret queer du Marais. Le Madame? Où des drag queens aux plumes éclatantes chantaient Piaf revisité en hymne gay. Sous les spotlights roses. Paul dansa avec Éloi. Leur corps se mouvant en synchronie parfaite. Riant aux éclats quand un faux s'envola dans la foule. Cette nuit laissait la plus fort, de retour à l'atelier. Leur amour fut sauvage. Primal. Éloi griffant le dos de Paul dans un cri libérateur. Paul le plaquant contre le mur dans une possession totale. Mais le chaos traoguettait, une convocation au tribunal pour le testament. Où la famille d'Éloi défila comme une procession de fantômes accusateurs. Sa mère témoigna. Les yeux secs, mon fils a perverti l'esprit de ma mère. L'oncle Henri produisit des faux semblants. Des lettres forgées prétendant qu'Élise regrettait son choix. Éloi. Sur le banc des témoins. Sentit la panique l'assaillir jusqu'à ce que Paul, autorisé à parler comme témoin moral, se lève. Élise m'a confié ses volontés. Elle voulait Éloi libre. Pas enchaîné à votre hypocrisie. Sa voix, ferme comme un roc, fit vaciller l'assemblée. Le juge, une femme aux cheveux grisonnants et au regard perçant, rendit son verdict après délibération, le testament tenait. Victoire.
Mais au sortir du palais de justice, sa mère bloqua Éloi, tu as gagné la maison. Mais perdu ta famille. Éloi, le cœur fendu, répondit, non. Maman. J'ai gagné une famille. Paul l'attendait dehors. Lucas à ses côtés via un appel vidéo. Et pour la première fois, Éloi embrassa Paul publiquement, sous les yeux indifférents des passants parisiens. Pourtant, la joie fut de courte durée, cette nuit-là. Paul reçut un message de Claire. Lucas, paniqué par les ragots de l'école, avait fugué. Le monde s'effondra à nouveau. La nouvelle frappa comme un coup de tabac en pleine face. Lucas, 14 ans à peine, avait disparu de Marseille, laissant une note laconique sur son bureau: je vais trouver où je suis chez moi. Sans mensonge. Claire, hystérique au téléphone, accusa Paul, c'est ta faute. Ton coming out tardif l'a brisé. Paul, blême, s'effondra sur le lit de l'atelier, son téléphone glissant de sa main tremblante. Éloi, le cœur cognant, prit les rênes, on part ce soir. Je conduis. Ils filèrent vers le sud dans la nuit noire. L'autoroute déserte défilant comme un ruban d'asphalte hanté. La radio diffusant des bulletins d'alerte pour fugue d'adolescents. Marseille, ville de contraste, se révéla impitoyable sous les néons clignotants. Ils fouillèrent les quais du port, interrogeant les pêcheurs aux accents roulants, les ruelles du panier, où les graffitis queer des cœurs brisés et des poings levés semblaient moquer leur désespoir, même les plages nocturnes, balayées par un mistral froid qui fouettait leurs visages fatigués. Paul, les traits tirés, revivait son propre exil. J'ai fui comme lui, vers la mer, croyant qu'elle laverait tout. Éloi, main dans la main avec lui malgré l'épuisement, murmura, on le trouvera. Ensemble. L'aube les trouva au calanque de Sormiou, un fjord rocheux où la mer turquoise se fracassait contre les falaises blanches. Un pêcheur, un vieux loup de mer aux mains noueuses, leur indiqua, un gamin comme ça, il va où la vague l'appelle. Essayez l'anse de Morgiou où il y a un camp de hippies là-bas. Des jeunes en quête. Ils y allèrent, le cœur suspendu, grimpant un sentier escarpé où le thym sauvage embaumait l'air salin. Au détour d'un rocher, ils le virent, Lucas, assis en tailleur face à la mer, un carnet de croquis ouvert sur les genoux, dessinant des vagues tourmentées qui rappelaient les toiles de Paul. Lucas. Le cri de Paul résonna comme un appel de phare. Le garçon se figea, puis se leva lentement, les yeux rougis mais fiers. Je voulais juste respirer, sans que tout le monde me regarde comme un monstre. Paul s'approcha, les bras ouverts. Et cette fois, Lucas se jeta dedans, sanglotant contre son torse. Éloi, en retrait, observa la scène avec une émotion brute, père et fils, réunis dans le sel et le vent, tissant un fil ténu de pardon. Tu n'es pas un monstre, murmura Paul. Tu es mon fils. Et l'amour, quel qu'il soit, ne fait pas de monstre. Claire arriva 1 heure plus tard, alertée par un texto de Lucas. Et la réconciliation familiale fut laborieuse, reproches, larmes, mais aussi des rires quand Lucas montra ses dessins à un portrait d'Éloi esquissé de mémoire, avec un clin d'œil complice. T'es cool. Pour un Parisien, dit-il. Et Éloi rit. Le premier vrai rire depuis des semaines. Ils passèrent la journée là, pique-niquant sur la plage avec du pain croustillant et des olives noires. La mer comme témoin muet de leur fragile unité. Paul, libéré d'un poids colossal, serra Éloi contre lui au crépuscule, tu m'as sauvé. Nous, de retour à Paris. L'euphorie céda vite à une nouvelle tourmente. La famille d'Éloi, humée par la défaite judiciaire,
contre-attaqua par la calomnie, des rumeurs circulèrent dans les cercles artistiques, accusant Éloi de manipuler Élise pour l'héritage, avec Paul comme complice immoral. La galerie, jadis bourdonnante, se vida, annulation. Critiques acerbes dans le monde des arts, un galeriste qui vend du scandale au lieu de l'art. Éloi, acculé, confronta sa mère lors d'un dîner forcé dans un restaurant étoilé de la rue Saint-Honoré. Pourquoi cette haine? Maman? Élise t'aimait. Et toi? Tu l'as trahie en me haïssant. Elle? Élégante dans sa perle et son chignon impeccable, répondit d'une voix brisée, c'est la honte? Éloi. Ton père. Il est mort en te sachant tel que tu es. Et moi? Je porte ce poids seul. La révélation frappa Éloi, son père. Cet homme distant aux moustaches grises avait su et emporté le secret dans la tombe. La honte est vôtre. Pas mienne, répliqua Théil, se levant abruptement, laissant sur la table une addition impayée comme un adieu. Paul, apprenant l'incident, organisa une contre-attaque, une exposition publique à la maison normande. Héritage d'amour, invitant artistes queer et alliés à transformer le jardin en galerie vivante. Éloi, d'abord réticent, se laissa convaincre, pour Élise. Le jour J, sous un ciel de juin clément, des mois avaient filé dans le tourbillon. La propriété bruissait de vie, sculpture en fil de fer de corps enlacés. Performance de spoken word sur l'acceptation. Et Paul, au cœur du jardin, peignant en live une fresque murale Éloi et lui. Silhouette stylisée face à la mer, avec Lucas comme muse enfantine. La famille vint. Non par invitation, mais par curiosité malsaine, l'oncle Henri. Suffisant, la tante Clara, chuchotant des médisances. Mais quand Éloi monta sur l'estrade improvisée, micro en main, il lâcha la bombe, cette maison est pour l'amour, pas pour l'argent. Et si vous ne l'acceptez pas, partez. Sa mère, au premier rang, se leva, les larmes aux yeux, je suis désolé. Pour tout. Un silence, puis des applaudissements crépitèrent, emportant les murmures. Paul rejoignit Éloi, l'embrassant devant tous, un baiser fier, revendicateur. Qui scella leur union publique. Pourtant, la trahison ultime guettait dans l'ombre, Claire, jalouse de ce bonheur retrouvé, contacta l'oncle Henri en secret, offrant des preuves du passé de Paul pour discréditer l'exposition. Les journaux titrèrent « Scandale à Étretat, héritage volé par un trio immoral ?» Éloi, trahi par cette alliance inattendue, sentit le monde s'effondrer. Paul, confronté, nia d'abord. Puis avoua, j'ai parlé à Claire après Marseille. Pour Lucas. Mais je n'ai rien dit sur toi. Le doute s'insinua comme un poison lent, était-ce une trahison? Ou une maladresse? La nuit fut orageuse, cri. Accusation. Éloi claquant la porte de l'atelier, errant dans les rues pluvieuses de Paris comme un fantôme. Il trouva refuge chez un ami artiste, dormant sur un divan inconfortable, le cœur en lambeaux. Paul, désespéré, appela Lucas, aide-moi. Fiston. J'ai tout gâché. Le garçon, sage au-delà de ses ans, répondit, va le chercher. L'amour, c'est pas parfait, mais c'est vrai. Les jours qui suivirent la trahison furent un purgatoire urbain, Éloi, barricadé dans sa galerie barricadée de toiles blanches au symbole de pages vierges, ou de capitulation, refusait les appels de Paul. Ne répondant qu'à Lucas par message laconique, dis-lui que je guéris. Paris, complice et cruel, l'enveloppait de sa mélancolie automnale, feuille morte dans les Tuileries, où il marchait des heures, revivant chaque caresse,
Chaque promesse brisée. L'exposition d'Étretat avait sauvé la maison. Mais au prix d'une fracture, la presse, titillant sur le drame familial, avait boosté les ventes paradoxalement, transformant la douleur en art marketable. La douleur vend, ironisa Éloi à son reflet dans la vitrine d'une librairie, où trônait un essai sur l'homosexualité en France post-loi Taubira. Paul, de son côté, sombra dans une frénésie créative destructrice, ses toiles, autrefois sereines, devinrent des tempêtes de bleu et de noir, vagues engloutissant des figures isolées. Lucas, en visite surprise à Paris, billet payé par ses économies de babysitting, le tira de sa léthargie. Papa, t'es con. Va le voir. Et emporte ça. Il lui tendit un dessin, Éloi et Paul, main dans la main, avec au-dessus une grand-mère bienveillante aux yeux d'Élise. Paul, ému, rangea le croquis dans sa poche et se lança dans la reconquête, pas de grand geste hollywoodien, mais une lettre manuscrite, déposée sous la porte de la galerie aux mots provençaux mêlés à du français châtié, confessant ses faiblesses, son amour inaltéré. Éloi la lut au petit matin. Les larmes brouillant l'encre, tu m'as appris que l'amour n'est pas une mer calme, mais un océan où l'on nage à deux. Pardonne ma tempête. Il craqua, composant le numéro de Paul d'une main tremblante. Ils se retrouvèrent au cimetière de Montmartre, là où tout avait commencé, sous une pluie fine qui rinçait les mémoires. Paul arriva le premier, bouquet de lavande à la main. Et quand Éloi apparut, silhouette noire contre le gris du ciel, il s'agenouilla au nom en soumission, mais en vulnérabilité pure. Je ne mérite pas ton pardon, mais je le supplie. Éloi. Le cœur gonflé, le releva, leurs fronts se touchant comme des aimants. La trahison fait mal, mais l'absence tue. Reste. Leur baiser, sous les croix silencieuses, fut un serment, lent, profond, chargé de tous les non-dits effacés. Ils parlèrent des heures, assis sur le banc moussu près de la tombe d'Élise, confessant les peurs, la jalousie d'Éloi face au passé de Paul, la crainte de Paul d'être un fardeau. Claire a menti pour Lucas, j'ai coupé les ponts, avoua Paul. Et Éloi, libéré, proposa, allons à Marseille. Tous les trois. Pour un nouveau départ. La famille d'Éloi, ébranlée par le scandale médiatique et un article poignant d'Éloi dans Libération sur le leg queer d'Élise, envoya une lettre collective, pas d'excuses grandiloquentes, mais une invitation timide à Noël. Sans jugement. Éloi y répondit par une carte postale, avec Paul. Prenez-le ou laissez. Sa mère, seule à répondre, griffonna, viens. Pour Élise, c'était un pas, fragile comme une brindille, vers une humanité retrouvée. Le Noël en Normandie fut un miracle modeste, la maison illuminée de guirlandes. Lucas arrivant en train avec son sac à dos bardé de patch rainbow. Paul cuisinant une brandade de morue qui embauma l'air de sel et d'ail. La mère d'Éloi vint, raide dans son manteau. Mais ses yeux s'adoucirent quand Lucas lui montra un dessin d'Élise au jardin. Elle t'aurait aimé. Ce garçon, murmura-t-elle à Éloi. Et pour la première fois, elle serra Paul dans ses bras, un geste gauche, mais sincère. Pas de réconciliation éclatante, mais des toasts maladroits au pastis. Des rires autour du sapin où pendait une photo d'Élise. Sourire éternel. Éloi et Paul, enlacés sur le balcon givré, regardèrent la mer Noire se fondre dans la nuit étoilée. C'est pas la fin heureuse des contes, dit Éloi. Mais c'est la nôtre. Humaine. Paul, embrassant sa tempe, répondit, et l'amour. Mon Éloi. C'est la plus belle humanité. Lucas. Depuis la fenêtre.
cria, et les amoureux. Le dîner refroidit. Et ils rentrèrent, riant, dans la chaleur des vivants. Des mois plus tard, la galerie rouvrit avec une expo triomphale, Vague d'amour, où les toiles de Paul côtoyaient celles d'artistes émergents. Lucas signant un graffiti mural discret. La famille, fragmentée mais en voie de guérison, envoya des fleurs, un geste muet de paix. Éloi, marchant dans Paris avec Paul, main dans la main, savait que les cicatrices persistaient, rejet, trahison, deuil. Mais dans les yeux verts de son amant, dans le sourire espiègle de Lucas, il voyait l'horizon à un océan infini d'amour. Sans chaîne, seulement des vagues à chevaucher ensemble. Et au cimetière, lors d'une visite printanière, Éloi déposa une rose blanche sur la tombe d'Élise, murmurant « Merci, mémère, pour m'avoir appris à nager ». La brise porta ces mots vers la Seine. Et Paris, ville des amours impossibles, sourit enfin.